On va démarrer. Donc, bonjour, je m'appelle Sabine. Alors, oui, j'ai bien un rec avec un peu de l'écho. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas l'écho. Oui, oui, merci. Oui, merci. Donc, je m'appelle Sabine Calmette, donc Chambre d'agriculture de l'Aude. Je suis au service viticulture onologie. J'ai deux missions principales. Donc, pour la première, j'anime un captage prioritaire, donc sur toutes les thématiques qualité de l'eau. Et pour la seconde, j'ai une mission d'expertise sur le pilotage de l'irrigation de la vigne. Voilà, donc je vais vous présenter en fait l'irrigation en viticulture et nous verrons comment la technique d'irrigation donc localisée en viticulture va permettre de protéger la ressource en eau. Donc, voilà. Donc avant de commencer, je vous demanderai bien de couper votre micro. Donc comme vous le voyez sur l'interface TeamViewer. Et si pendant le webinaire, vous le souhaitez, vous pouvez réagir et poser vos questions via la rubrique discussion. Voilà, que je vais essayer de surveiller pour répondre au fur et à mesure à vos questions. Alors, d'abord, le contexte. Donc, sur le département de l'Aude, comme sur beaucoup de départements du sud de la France, on a une forte tension sur la ressource en eau. Donc, d'abord, on a une irrigation qui devient nécessaire, même en viticulture, dans un contexte de changement climatique sur la zone méditerranéenne. Donc, j'ai mis quelques données qui sont issues de stations météo qui ont été installées en bordure de parcelles depuis quelques années. Donc, ça permet un peu d'illustrer tout ça. Donc, j'ai mis une parcelle qui se trouve sur Oufeillan et les données d'une parcelle sur Carcassonne et à comparer avec, donc juste à côté, les données de Monsieur Deloire de Supagro, donc qui explique que pour la vigne, en fait, on va avoir besoin pour la culture de la vigne de au minimum 250 mm de pluie pendant les périodes végétatives et de maturation. On voit qu'en 2016 et en 2017, sur Ouveillan, on était loin du compte, puisque en 2016, on est à 117 mm et seulement 90 en 2017. Et même sur Carcassonne, qui est quand même situé plus sur l'ouest audois et où la pluviométrie est supérieure, on a quand même des niveaux de précipitation qui sont inférieurs à ces 250 mm de pluie. Donc vraiment, on va se trouver dans une situation critique certaines années. Donc au niveau de la consommation en eau de la vigne, elle va être variable en fonction notamment de la hauteur de végétation et de l'enracinement. On va se trouver entre 350 mm et 600 mm par an. Voilà. Et dans tous les cas, on va considérer que l'irrigation est nécessaire en deçà de 350 mm par an, quel que soit le type de sol. Donc on peut constater par exemple que sur Ouveillan, sur la saison 2015-2016, on était en deçà puisqu'on a atteint seulement 256 mm sur l'année. Donc vraiment une situation critique dans un contexte où on a vraiment une tension sur la ressource, avec notamment une bonne partie du territoire qui va être classé en zone de répartition des eaux. Parallèlement à ça, on a aussi la multiplication de zones à enjeu par rapport à la qualité de l'eau. Donc, en plus de l'économie sur la ressource, il faudra éviter absolument les lessivages de matières actives et de nitrates. Donc, avec notamment un historique où l'irrigation par submersion, voire par aspersion, était assez présente.
Donc, on va voir comment le pilotage de l'irrigation peut répondre à ces contraintes. Donc, on va voir d'abord que la vigne est une plante économe en eau. Ensuite, on verra le raisonnement de l'irrigation de la vigne et puis on verra comment on peut piloter l'irrigation de la vigne. Donc, la vigne, une plante économe en eau. D'abord, on va voir le rôle de l'eau et ses effets à chaque stade du cycle, puisque en fait, un contrôle sur la vigueur permettra déjà d'une part de limiter les intrants, notamment par rapport aux maladies cryptogamiques, et puis de répondre à des objectifs de production, de qualité et de quantité. Ensuite, on verra comment on peut valoriser le potentiel de la vigne, qui est une plante économe, grâce à des pratiques économes. Alors d'abord, le rôle de l'eau pendant le cycle. Donc, absolument nécessaire de bien connaître le rôle à chaque phase, en fait, le rôle de l'alimentation hydrique. Alors d'abord, à partir du débourrement, on va avoir la phase de croissance jusqu'à la floraison. Donc là, l'eau va circuler d'abord par poussée racinaire et puis par transpiration. Donc à ce moment-là, la vigne va utiliser ses réserves. Et donc, on a très peu de besoins à ce moment-là au niveau hydrique ainsi qu'au niveau des éléments dans le sol. Elle va donc mobiliser les réserves accumulées dans le vieux bois, d'où l'importance d'avoir été sur le cycle précédent dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, au niveau de la floraison, c'est le stade où va se dessiner le rendement, notamment de l'année suivante. C'est le pic de croissance racinaire. Donc, à ce moment-là, un déficit hydrique va conditionner aussi le nombre de grappes et le nombre de baies pour l'année suivante. Donc, on va absolument éviter les déficits à cette période-là. Donc, une phase importante. Alors, généralement, sous nos climats, on avait jusqu'à présent pas de difficultés jusqu'à la floraison, sachant que depuis quelques années, il arrive que les hivers soient très secs et donc on parte avec des sols plutôt secs en début de printemps. Ensuite, on a la phase de grossissement des baies. Donc, c'est vraiment une phase clé. À ce moment-là, on a des hormones de croissance qui vont être toujours actives. Donc, le grossissement des baies va se faire par division cellulaire. Et si à ce moment-là, on a un problème de déficit hydrique, on va avoir des hormones de réaction à la sécheresse qui peuvent être synthétisées et donc empêcher ces divisions cellulaires. Donc à ce moment-là, les carences aussi azotées sont à éviter. Donc c'est vraiment la période clé dans le sens où tous les problèmes qui vont survenir à cette période-là seront ensuite irréversibles. Ensuite, on va arriver à la phase de véraison, où là, un basculement hormonal sera nécessaire pour la maturation des raisins et la synthèse des anthocyanes. À ce moment-là, l'eau ne doit plus servir à la croissance par division cellulaire, mais doit remplir ou vider donc les cellules en eau. Donc à ce moment-là, on n'est plus sur des phénomènes irréversibles au niveau de tout ce qui est taille des baies. Par la suite, donc, une fois la récolte prélevée, donc la vigne va pouvoir reconstituer ses réserves. Donc le feuillage doit être en bon état, donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas être atteint soit par des raisons, pour des raisons de stress hydrique ou pour des raisons phytosanitaires. À ce moment-là, on a un deuxième pic de croissance racinaire et la reprise de croissance n'est absolument pas souhaitable à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'irriguer après la récolte une vigne qui aurait souffert de stress hydrique, ce qui pourrait entraîner les reprises de croissance.
Donc finalement, avec toutes ces particularités, on pourra constater que l'idéal en matière d'alimentation hydrique pour la vigne, c'est qu'il n'y ait peu ou pas de contraintes hydriques au printemps et en début d'été. Donc généralement, on doit partir avec des sols qui ont été bien remplis d'eau pendant la période hivernale. Et quelques pluies au printemps, en général, c'est suffisant. Et puis, progressivement, on a une contrainte hydrique modérée qui doit se mettre en place en fait en cours de maturation. Cette contrainte, elle va s'intensifier progressivement pour arriver au moment de la véraison, à stopper la croissance et permettre donc ce basculement hormonal qui fera que le maximum d'asimilats seront mis à disposition des raisins pour reconstituer leurs réserves. En fait, l'intérêt de la vigne en fait, et de cette contrainte modérée, on peut le voir sur le graphique, le premier graphique en haut de M. Carbonneau. On constate que quand on va augmenter l'indice de sécheresse, on va avoir une chute de la croissance végétative qui va être plus précoce que celle de la photosynthèse. Donc ça va induire finalement un potentiel de maturation qui sera maximal à un certain niveau de contrainte. Donc c'est ce potentiel de maturation qu'on va chercher à valoriser dans le raisonnement de l'irrigation que je vais vous présenter par la suite. Donc finalement, l'irrigation, tout comme d'autres techniques, va permettre d'ajuster la contrainte hydrique pour se situer dans cette zone de potentiel optimal. Donc, pas mal d'essais ont été conduits sur toute la région Languedoc-Roussillon. Donc, on en compte 60 entre 1999 et 2009 sur l'irrigation de la vigne. Donc, globalement, ce qui a été démontré, c'est qu'on a un optimum en fait pour une irrigation moyenne de 70 mm par an, avec un gain de 12% de production. Et on n'a pas de relation simple entre le rendement et l'apport d'eau. Donc, on peut constater que sur des apports très importants, par exemple entre 100 et 150 mm par an, on n'aura pas forcément un gain de rendement supérieur à des apports qui se situent entre 50 et 75 mm par an. Donc là, finalement, l'utilisation de l'eau d'irrigation n'entraîne pas un gain proportionnel à la quantité d'eau sur le rendement. Donc finalement, on va voir que la vigne va être une plante qui est très économe en eau. On verra par la suite les quantités d'eau nécessaires pour une irrigation sur un cycle. Alors, dans tous les cas, on va chercher à utiliser le potentiel justement de cette plante qui est économe en eau et éviter toutes les situations hors sol. Donc, alors ce qui se fait avec en irrigation par aspersion, qui est de remplir le sol au débourrement finalement pour partir avec une réserve utile maximale tout le long du cycle, ne sera pas reproduit avec la technique de l'irrigation localisée. On va au contraire essayer d'être le plus économe possible. Donc déjà, on peut voir que la vigne fait partie des cultures qui ont des besoins en eau vraiment peu importants par rapport à d'autres cultures. On va estimer qu'il faut 250 litres d'eau pour produire 1 kg de raisin. Donc c'est assez peu si on regarde notamment par rapport
au blé ou au soja, qui eux vont nécessiter 590 ou 900 litres pour 1 kilo de production. Donc, on va valoriser ça. Alors, il y a plusieurs déjà choses à mettre en place pour cela. Donc, déjà, choisir bien sûr le cépage et les porte-greffes adaptés et un mode de conduite adapté aussi pour optimiser l'enracinement et aussi l'utilisation de l'eau et limiter l'évapotranspiration. On a certains cépages en plus qui vont permettre, qui seront plus adaptés aux zones méditerranéennes et qui vont par eux-mêmes limiter leur niveau de transpiration, mais aussi de photosynthèse du coup, pour éviter de souffrir pendant les phases de stress hydrique. Et finalement, on tiendra aussi compte de l'entretien du sol. Donc, pour éviter les phénomènes d'évaporation trop importants. Donc, c'est vraiment, on va vraiment éviter de se situer dans des cultures hors sol avec la vigne. On va chercher à valoriser tout le potentiel agronomique. Donc, partant de là, on va expliquer maintenant le raisonnement de l'irrigation. Alors, pour raisonner l'irrigation, on va privilégier les apports localisés. D'ailleurs, il sera impossible de piloter et de raisonner l'irrigation sans cette technique-là, hein, soit par submersion ou par aspersion. Ce sera impossible. Donc ici, on est vraiment sur une technique qui est la plus économe à nous. Alors, elle va être la plus économe déjà au niveau quantitatif, mais aussi elle va éviter les pertes par lessivage, puisque avec une irrigation par submersion ou au canon, toutes les matières actives, voire tous les éléments nutritifs qui pourraient se situer, alors pour les premières sur le feuillage et pour les deuxièmes au niveau du sol, seraient lessivés et pourraient partir dans la nappe. Donc ici, on n'est vraiment pas du tout dans ce schéma-là. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, en plus, on va pouvoir, en pilotant, contrôler la vigueur. Et par le contrôle de la vigueur, on peut aussi raisonner du coup les produits phytosanitaires. Donc, double avantage. Donc, ici, on voit qu'on va chercher à créer une sorte de bulbe humide sous les goutteurs. Et on verra par la suite avec des outils, limiter les pertes donc, par évaporation, mais aussi par ruissellement ou par infiltration profonde, en ajustant la dose pour justement permettre de créer un bulbe à l'endroit où se trouvent les racines. Donc l'efficience de l'irrigation à ce moment-là est comprise entre 90 et 95%, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, le raisonnement de l'irrigation, il va consister à évaluer le niveau de contrainte hydrique pour la maîtriser en fonction donc, du type de production recherchée. Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser un minimum d'eau pour atteindre une efficacité optimale. Optimale et pas maximale. Donc, c'est-à-dire qu'optimal, on va chercher justement à optimiser les conditions dans lesquelles la vigne va se développer. Et donc, on va rechercher un maximum de production pour un minimum d'eau. Alors, le raisonnement de l'irrigation va consister à se poser 3 questions. Alors, quand est-ce qu'on commence les arrosages? Quelle quantité d'eau va-t-on apporter? Et quand doit-on renouveler les apports? Et pour y répondre, il faut d'abord connaître, bien sûr, les caractéristiques de la parcelle. Donc d'abord, le réservoir sol, donc bien connaître la texture et la profondeur du sol, puisque la texture va influencer la vitesse de circulation de l'eau dans le sol et sa capacité à retenir l'eau.
mais aussi la disponibilité pour la plante. Donc, dans les sols sableux ou superficiels, on va privilégier des arrosages plutôt précoces et fréquents, selon le climat, alors qu'en sol argileux, on va plutôt faire des apports plus importants, mais toujours de faible débit. La profondeur du sol va aussi donner une indication sur la réserve utile. Donc, connaître le sol, c'est très important, mais l'idéal est quand même d'observer le profil racinaire, puisque c'est ce profil en fait qui va permettre d'ajuster le fractionnement en fonction d'un profil racinaire plutôt superficiel ou plus enraciné en profondeur. Ensuite, la conduite du végétal aura aussi une importance directe sur la consommation en eau. Donc, évidemment, plus on aura de surface foliaire exposée, plus les besoins en eau seront grands. Il ne faut pas oublier que quand on a des haies assez larges, les feuilles, le feuillage en fait qui se trouve au centre de la haie et qui est plutôt à l'ombre des autres de la végétation va consommer de l'eau, même si il ne sera pas très efficace en termes de production. Donc les haies larges seront aussi consommatrices en eau. Quand on se trouve donc dans des conditions environnementales qui sont limitantes, en termes de sol et d'alimentation, on optera donc pour une stratégie plutôt anticipative. Donc on essaiera d'anticiper les problèmes de contraintes hydriques un peu trop marquées. Donc important, connaître son sol, l'enracinement de la plante, mais aussi la végétation. Une fois qu'on a bien évalué tous ces paramètres, on va chercher à piloter l'irrigation. Donc finalement, le pilotage de l'irrigation, il va se faire par des ajustements successifs, donc à partir de mesures qui vont être réalisées au niveau du sol et ou sur la plante, mais aussi en fonction des objectifs de production, donc en termes de rendement et de style de vin. Alors, avant de piloter l'irrigation, on va quand même faire un petit rappel sur le cadre réglementaire de l'irrigation des vignes, puisqu'on parle ici de technique, mais le cadre réglementaire reste quand même prédominant. Donc, en France, l'irrigation des vignes de cuve est encadrée par le décret de 2006. Le cadre général est donc que l'irrigation est interdite entre le 15 août et la récolte. Donc là, ce sera pour l'ensemble des vignes de raisin de cuve. Pour les appellations, les conditions sont là encore plus restrictives puisque l'irrigation est interdite entre le 1er mai et la récolte. Certaines dérogations peuvent être accordées par l'INAO, mais dans tous les cas, même sous dérogation, l'irrigation restera interdite entre le 15 août et la récolte. Une fois posé le cadre réglementaire, on va revenir sur le pilotage donc, de l'irrigation. Alors, on peut réaliser un pilotage par l'offre du sol avec, donc, en utilisant des indicateurs de l'état hydrique du sol. Les premiers sont les tensiomètres. Donc, les tensiomètres sont un bon indicateur pour le déclenchement des irrigations et pour la gestion du fractionnement. Donc ces tensiomètres, en fait, sont des bougies poreuses qui vont se situer donc, au niveau des racines et à un niveau plus en profondeur. Et elles vont permettre de mesurer la tension en eau du sol
Et donc, ça va permettre d'évaluer la force que les racines doivent fournir pour extraire l'eau du sol. Donc, plus le sol est sec, plus cette tension sera importante. Donc, on peut voir sur le graphique à gauche donc on a des tensiomètres situés à deux profondeurs, à 40 cm et à 70 cm. Donc, chaque pluie et chaque irrigation va alimenter donc la réserve utile du sol. Donc, bien sûr, on voit que la profondeur de 40 cm est alimentée donc en priorité et subit des variations plus importantes puisqu'elle est plus en surface et donc plus soumise aux aléas climatiques que l'horizon situé à 70 cm. Et donc, on a un seuil ici qui est fixé à 70 centibars, qui est un seuil qui a été fixé de façon empirique. Donc, c'est le seuil à ne pas dépasser. On va avoir un deuxième type d'outil qui permet donc de mesurer l'offre du sol. Alors, c'est la sonde capacitive. Donc, c'est des sondes qui vont mesurer le taux d'humidité du sol. Donc là, on va être en pourcentage finalement. Et le problème de ces sondes-là, même si elles sont plus précises, elles vont permettre d'évaluer la réserve utile en fait, mais on n'a pas de lien direct avec la plante parce que pour par exemple un même pourcentage d'humidité du sol, si on est dans un sol sableux, un sol plus sableux, ben, l'eau sera beaucoup plus disponible pour la plante que dans un sol argileux. Donc ça nécessite, ce sont des sondes qui sont précises, mais qui nécessitent un étalonnage sur plusieurs années. Alors, je vois que j'ai une question. Alors, sur le nombre de sondes par parcelle et la profondeur d'implantation. Alors, donc moi, je vais vous expliquer ce que nous, on fait. Il y a différentes façons de les utiliser. Alors, nous, en général, on va utiliser ces sondes-là pour le déclenchement de l'irrigation. Donc, on va se situer sur une zone en sec, donc non irriguée. On va mettre des tuyaux pleins, en fait, sans goutteurs, pour être sûr d'être non irrigué. On va positionner les tensiomètres à 70 cm à peu près de profondeur. Bon, après, il faut que ce soit possible aussi, en fonction du type de sol. On essaie de les placer en dessous de la zone des racines. Et pour les sondes capacitives, donc on va en positionner 3. Donc on va les mettre à 30, 60 et si possible 80-90 cm de profondeur pour essayer d'évaluer la réserve utile à chaque niveau du sol et notamment l'évolution justement de l'humidité dans le sol. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? D'accord, très bien. Donc, on continue sur le pilotage. Donc, on a vu le pilotage par l'offre, donc qui est intéressant et facile à mettre en œuvre dans le sens où on peut utiliser des sondes reliées soit par GPRS ou par des réseaux. Aujourd'hui, ils utilisent des réseaux Sigfox. Ils sont reliés à des serveurs et on peut lire les données directement sur des interfaces web. Donc, c'est quand même relativement pratique. On a des données de façon continue.
le problème, c'est que on aura des éléments qui seront quand même moins précis que lorsqu'on utilise des outils de mesure sur la plante. Puisque on n'a pas enfin, sur la plante, on a vraiment la lecture directe. Alors, l'outil de référence pour la mesure sur la plante, c'est le potentiel hydrique foliaire de base. Donc, c'est à partir de cette mesure-là qu'ont été réalisés les travaux donc, au niveau de l'INRA. Et tous ces travaux donc, ont vraiment permis de démontrer l'importance de l'état hydrique de la vigne au cours du cycle et ses effets sur la production. Donc, à un moment donné, le potentiel hydrique foliaire de base va indiquer l'état de contrainte hydrique de la plante au cours du cycle. Donc, il va se faire avec une chambre à pression qu'on peut voir sur la photo donc, en haut à droite. Donc, on va prendre un échantillon de 5-6 feuilles de vigne. On va les introduire dans une chambre hermétique, faire monter la pression dans cette chambre grâce à de l'azote, un gaz. Quand on observe donc une légère humidité au niveau de la coupe du pétiole, on va regarder la pression et la lecture est directe, donc ça va nous donner directement le potentiel hydrique de base en bas. Alors, il faut préciser que, notamment dans les régions méditerranéennes, cette lecture, en fait, la lecture du potentiel hydrique foliaire de base se fait la nuit, lorsque la plante se trouve à l'équilibre hydrique avec le sol, parce qu'en journée, on aurait des références beaucoup trop hétérogènes et beaucoup trop élevées, donc qui ne voudraient pas dire grand-chose. Cette lecture directe, on va pouvoir la confronter à l'échelle qui a été mise en place par Carbonneau et Oreda, donc, où de façon, à la suite d'expérimentations et de façon empirique, ils ont observé les effets de la contrainte sur la plante. Alors, entre 0 et moins 2 bars, on n'aura aucune contrainte hydrique. Entre moins 2 et moins 4 bars, on estimera que la contrainte est faible. Elle sera modérée entre moins 4 et moins 6, forte entre moins 6 et moins 8, et au-delà de moins 8, on estime qu'elle est excessive. Donc, à partir de cette mesure-là, alors j'ai une question sur le coût de ce matériel. Alors, très grossièrement, ce type de matériel coûte à peu près dans les 3 500 €. Voilà, si ça n'a pas changé récemment, je ne pense pas. C'est du matériel qui est relativement simple, hein, c'est pas très fragile, hein, simplement c'est voilà, au niveau de la chambre à pression, ça nécessite d'être tout à fait hermétique. Voilà, après, le coût de la mise en œuvre, lui, il est certainement plus important, puisque ça nécessite de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre nocturne. Alors, dans les pays du Nouveau Monde, par exemple, tels que le Chili, cette méthode est très utilisée, par exemple. On va voir par la suite que comme elle est assez contraignante, on a des méthodes de lecture directe qui sont un peu plus accessibles. Donc voilà, ici on peut observer des exemples donnés par M. Oreda. Donc par exemple, pour une production de jus de raisin, on va chercher aucune contrainte hydrique pendant tout le long du cycle, alors que dans une production de vin, évidemment, on a dit qu'on allait rechercher donc la mise en place d'une contrainte hydrique modérée, progressive, donc qui sera plus ou moins précoce et intense en fonction de l'objectif produit recherché. Donc pour un vin de pays fruité, et d'ailleurs même pour un vin de garde concentré, donc on voit bien qu'il ne faut aucune contrainte jusqu'à la floraison.
Par la suite, entre le stade floraison et véraison, une contrainte hydrique modérée va s'installer. Donc, tout doucement pour le vin de pays fruité. Si on a un objectif de taille de baie relativement importante, au moment de la nouaison, on va chercher une bonne alimentation hydrique et azotée, donc pour permettre le grossissement des baies. Et si on veut des baies d'une taille un peu plus modérée, on va d'ores et déjà limiter cette, cette alimentation hydrique et azotée dès la nouaison pour arriver à une contrainte modérée dès la véraison, voire intense à plus forte. Donc, en fonction de mesure, on va ajuster successivement le niveau d'irrigation pour essayer de se situer dans cette zone. Alors, cette méthode, donc je viens de vous présenter la méthode de référence, mais elle n'est pas forcément, alors même si elle est simple, simple à réaliser, il n'y a pas besoin d'une formation très très importante, mais elle est contraignante du fait de devoir être réalisée la nuit. On a une méthode qui est très intéressante aussi et peu coûteuse, elle est quasiment gratuite et facile à mettre en place. C'est la mesure de croissance d'Apex. Donc, en fait, le principe, c'est que le ralentissement ou l'arrêt de croissance, donc c'est la réponse du végétal à la contrainte hydrique. Et c'est vraiment le premier paramètre qui va être impacté par la contrainte hydrique. Donc, qui va permettre d'anticiper sur cette contrainte. Donc, on va aller observer dans la parcelle sur 30 à 57 à peu près le niveau de croissance d'Apex et on va les répartir en 3 classes. Donc, on va avoir des Apex en croissance, des Apex en croissance ralentie ou en arrêt de croissance. En fonction de ces 3 classes, en fait, on va pouvoir utiliser une règle de décision qui va permettre de décider du déclenchement ou pas de l'irrigation en fonction des objectifs de production. Donc, on va pouvoir, cette méthode, en fait, étant corrélée à la précédente, on va pouvoir l'utiliser de la même façon. Donc, très simple à mettre en place, c'est assez rapide. En revanche, au bout de quelques rognages, ça va être un peu plus compliqué à déterminer. Et puis le fait que la plante ralentisse aussi sa croissance d'elle-même durant le cycle, cette méthode sera elle sera facile à mettre en place, mais pour le début du cycle, en fait. Dès qu'on va arriver vers la véraison, elle ne peut plus être utilisée. Alors, on a vu le pilotage par l'offre, le pilotage par la demande avec la lecture directe sur la plante. Il existe aussi des méthodes de bilan, donc avec la modélisation du bilan hydrique qui a été mise en place par l'IFV et l'INRA. Donc, on va partir d'une modélisation simple. Donc, on va chercher entre le débourrement et justement la période post-vendange à estimer la quantité d'eau qui est disponible dans le sol. Donc, pour cela, on va utiliser la quantité d'eau disponible dans le sol au jour précédent. On va y ajouter les précipitations. On va enlever une estimation de la transpiration de la végétation, ainsi que l'évaporation du sol et le ruissellement. Donc, c'est un modèle qui va être
suis allée trop vite. Donc, cette modélisation, elle va être intéressante, mais évidemment, elle ne sera pas suffisante pour piloter l'irrigation. Et elle donne une indication, mais à elle seule, elle ne permet pas de piloter l'irrigation car il y a trop d'approximations dans le modèle. Donc, voilà comment ça se représente. On va avoir un itinéraire hydrique. Donc, ici, on en a deux. Donc, au cours du cycle de la plante, on va estimer un niveau de remplissage du sol. Donc, s'il est à 100%, bon, ben, on part tout en haut, mais il n'est pas forcément évalué à 100%. Donc là, pour évaluer ce niveau de remplissage, on peut aussi s'aider des sondes capacitives qui permettent de donner le taux d'humidité. Et ensuite, tous les jours, on va appliquer donc, la formule vue au-dessus et on va pouvoir lire l'itinéraire hydrique de la vigne. Donc, en plaçant en arrière-plan donc, les niveaux de contraintes hydriques qu'on a vus précédemment avec les potentiels de base. Voilà. Donc, est-ce que c'est à peu près clair ? De la même façon qu'on a vu pour les graphiques donc, donnés par M. Oreda, on va essayer là aussi en fonction de l'objectif de production de se situer en fonction du stade à un niveau de contrainte recherché. Voilà. Donc dans tous les cas, on évitera la zone bleu sombre où on a une absence de contrainte hydrique et la zone orange qui va donc donner une indication sur une contrainte hydrique sévère et donc qui peut aboutir carrément à la défoliation de la plante. Alors, dans certains cas, sur certains cépages et certains types de parcelles pour des objectifs de vin corsé, on peut accepter de rester dans la zone sévère, mais jamais plus de 10-15 jours. Donc, une fois qu'on s'est doté d'outils de pilotage, donc on va rechercher une stratégie. Alors, en vigne, étant donné qu'on est sur une plante pérenne, l'idéal est d'allier différents outils. Donc, on peut imaginer qu'un pilotage, par exemple, avec uniquement des tensiomètres, sera insuffisant, puisque le système racinaire de la vigne va pouvoir descendre très en profondeur et aller chercher de l'eau bien en deçà des 70 cm mesurés. Donc, une lecture sur la plante est aussi nécessaire. Le bilan hydrique, lui, peut aussi permettre d'anticiper en fonction du climat, voire de piloter peut-être à une échelle un peu plus large. Donc, avec ces outils, on va pouvoir piloter l'irrigation, mais on va devoir définir donc une stratégie. Alors, on peut utiliser soit une stratégie corrective, donc qui va quand même impliquer un risque de dépassement du seuil de contrainte hydrique si on attend trop, ou une stratégie anticipative, mais avec le risque d'entraîner un excès de vigueur. Donc là aussi, en fonction de ces objectifs, on choisira l'une ou l'autre des stratégies. Donc, par exemple, sur une parcelle de Carignan qui va être destinée à la production d'un vin de garde, on va vraiment privilégier la stratégie corrective puisqu'on va être sur une plante qui va quand même être résistante, tolérante, on dira, au stress hydrique et on va chercher absolument à éviter les excès de vigueur qui pourraient être préjudiciables à la typicité du vin. Alors, dans tous les cas, en fonction de la période, on saura qu'on peut avoir des arrosages qui sont influents et sans risque, donc notamment avant la floraison, puisqu'on ne va rechercher aucune contrainte hydrique, et en post-récolte.
Mais dans ce cas-là, on fera bien attention au, au risque de lessivage. Alors, excusez-moi, je vois que j'ai une question. Bonjour, sur sol. Du coup, je ne comprends pas la question. C'est Thierry Massol. Ouais. Est-ce que si vous pouvez compléter peut-être votre question, j'y répondrai volontiers. Donc, en attendant, je vais continuer. Donc sur ces arrosages, donc en début ou en fin de récolte, ils sont sans risque. Ceci dit, sans risque pour l'objectif de production, mais voilà, au niveau des lessivages, là, ils présentent un risque puisque on a déjà de l'azote qui en général est libéré par le sol à ce moment-là. Et donc, il faut vraiment veiller à être en adéquation avec justement les besoins de la vigne pour éviter que les excès soient lessivés et partent dans la nappe. Alors, pour le pilotage de l'irrigation, on a vraiment une période clé qui se situe entre la floraison et la véraison, puisque c'est là que va se jouer finalement le type de production. Hein, si on a un stress, une contrainte hydrique plus ou moins importante à ce stade-là, on aura un profil de vin plus ou moins marqué. Et ensuite, entre la véraison et la récolte, on peut faire des arrosages sans risque, toujours si on est sur de faibles quantités et qu'on utilise le goutte à goutte. Mais bon, il faut rappeler que l'irrigation est interdite entre la véraison et la récolte. Ah, voilà, je vois la question, ça y est. Donc, sur sol superficiel, vous dites d'irriguer peu, mais tous les jours. Cette technique est remise en cause chez nous car le sol s'assèche trop rapidement. Il préfère des apports plus importants, 10-15 mm. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, alors, chez vous, peut-être si vous pouvez me préciser au moins le département. Voilà. Alors ensuite, oui, alors on cherchera à privilégier des apports journaliers pour des raisons de précision. Ceci dit, des apports hebdomadaires sont tout à fait dans le Tarn. Ok, d'accord, merci. Euh, alors, donc je termine sur la fréquence des apports. Les apports hebdomadaires sont tout à fait corrects. Donc, pour des raisons aussi de mise en œuvre, si on n'a pas d'automatisme, on peut utiliser des apports hebdomadaires. Ceci dit, il peut être utile en fait de, de ne pas commencer les apports, parce qu'on va voir tout à l'heure la dose, on est sur des doses de 1 à 2 mm par jour. Donc, le premier apport peut permettre de réaliser quand même, de bien humidifier la zone des racines. Donc, sur un premier apport, vous pouvez effectivement faire un apport de 10 à 15 mm. Voilà. Et ensuite, l'alimenter, donc soit de façon hebdomadaire, soit de façon quotidienne. Voilà. Mais c'est une question qui revient assez souvent, qui est récurrente. Et par rapport à l'assèchement du sol, si de cette façon-là le sol s'assèche, c'est que ben, la dose n'est peut-être pas, soit la dose n'est pas suffisamment importante, soit, soit c'est le fractionnement qui n'est pas bon. Puisque peut-être que dans les apports de 10 à 15 mm, il est possible que vous n'en ayez que 7, par exemple, qui soient, si vous avez un sol très superficiel et très filtrant,
pouvez avoir 7 mm qui vont alimenter votre réserve utile et le reste va peut-être partir dans le sous-sol par percolation. Donc du coup, vous avez l'impression d'apporter une certaine dose et en réalité, vous n'en apportez qu'une partie. Donc ce genre de choses, vous pouvez peut-être utiliser justement, déjà faire un profil de sol et utiliser les sondes pour essayer d'évaluer un peu la réserve utile qui pourra être utilisée par le système racinaire. Alors les tests bêches, oui, alors le problème du test bêche, c'est que ça va être très superficiel, en fait. Et par rapport au système racinaire de la vigne, voilà, ça ne vaudra pas l'évaluation justement de la profondeur racinaire par une fosse. Donc c'est déjà un début, mais c'est peut-être pas suffisant. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Ah, un test bêche sous le goûteur. Oui, alors de la même façon, en fait, le test bêche vous permettra de voir, en fait, quand vous allez irriguer votre sol, la partie, on l'a vu tout à l'heure, hein, en lisant sur les sondes, la partie la plus superficielle est toujours la plus soumise aux variations extérieures, bien sûr. Donc, si vous faites un test bêche qui est peu profond, vous allez avoir une lecture finalement de l'assèchement du sol qui ne sera pas la même que si vous allez placer une sonde à 70 ou 80 cm de profondeur, puisque à cette profondeur-là, vous subissez moins les variations extérieures et votre humidité, normalement, se maintient un peu plus longtemps. Donc, à mon avis, c'est intéressant d'aller voir un peu plus en profondeur. Alors, très bien. Donc voici, nous, la façon dont on va chercher à déclencher l'irrigation. Donc, on va observer plusieurs indicateurs. Alors, on va utiliser les sondes, notamment les tensiomètres. On regardera aussi les croissances d'APEX. Et c'est ces deux indicateurs qui vont vraiment nous permettre de déclencher l'irrigation. Sachant que quelquefois, alors si on est sur des stratégies plutôt type de vin fruité, léger, plutôt type IGP, on prendra bien garde à ne pas laisser s'assécher trop les horizons superficiels, puisque c'est dans ces horizons-là que va se passer, en fait, finalement, que vont se passer tous les phénomènes de nutrition. C'est-à-dire que vous pourrez avoir une plante qui va aller chercher l'eau en profondeur, mais si elle va chercher l'eau en profondeur, elle n'aura pas forcément les éléments nutritifs pour justement répondre à des besoins de production un peu plus importants. Donc voilà, on va vraiment prendre garde à ne pas laisser s'assécher les horizons superficiels, puisque on aurait ensuite un peu de mal à rattraper ce temps-là, et la réponse de la vigne avec l'émission des racines sera trop tardive ensuite pour justement bien piloter la contrainte. Sur des parcelles qui sont plus orientées vers les vins corsés, à ce moment-là, on ira plutôt chercher donc là des potentiels de base, puisqu'on va accepter une contrainte beaucoup plus importante et beaucoup plus tardive. Et donc souvent, la croissance d'APEX va être suivie, mais les besoins en irrigation seront plus tardifs. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, en fait, la croissance de la vigne sera déjà arrêtée naturellement. Donc, globalement,
une fois qu'on a déclenché l'irrigation, on va chercher à utiliser des doses et des fréquences, donc à l'aide des outils qu'on a vus, mais on a quand même des règles. Alors, pardon. Y a-t-il un enjeu à l'utilisation de goutteurs souterrains pour le risque d'évaporation? Alors, oui, a priori, oui. On n'a pas forcément, à ma connaissance, je n'ai pas d'études particulières là-dessus. Mais en fait, le goutte à goutte enterré, même s'il est plus coûteux et plus, il nécessite un entretien vraiment très régulier, il va avoir cet avantage-là de limiter le risque d'évaporation, mais aussi de limiter justement la présence d'adventices sous le rang, puisque en fait, la zone humide ne sera pas en surface. L'évaporation en aérien est-elle importante? Les goutteurs souterrains sont-ils suffisamment efficaces de nos jours pour éviter les problématiques d'obstruction? Alors, sur l'obstruction, une chose très importante, on n'enterre jamais des goutteurs destinés à être posés en aérien, on ne les enterre jamais. Parce que quand on enterre des goutteurs, il faut qu'ils aient une technologie particulière, justement, qui permet d'éviter donc l'obstruction par les racines ou par les particules du sol. À ma connaissance, sur du matériel très bien entretenu, donc bien posé avec deux peignes et bien entretenu, il n'y a pas de problème justement d'obstruction. Mais il est vraiment nécessaire de bien entretenir le matériel. Efficace, oui. Et l'évaporation, pardon. L'évaporation en aérien est-elle importante? Alors, il y a toujours de l'évaporation, sachant que ce qui est certainement le plus important, c'est l'évapotranspiration, donc liée à la plante. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place des techniques, donc des pratiques, comme je le disais au départ, économes en eau. Voilà, d'avoir un feuillage peut-être qui va une architecture de végétation qui va permettre de limiter l'évaporation pour un optimum de photosynthèse. Alors, pour les productions de 200 hectos, ne faut-il pas augmenter les doses? Alors, donc moi, je vous avoue que 200 hectos, donc c'est pas forcément des productions que j'ai l'habitude de suivre. Ce qui est sûr, c'est que à 200 hectos, vous allez avoir une végétation une vigueur qui va être très importante, donc des niveaux d'évaporation très importants. Donc effectivement, voilà, il me semble que vous aurez une vigne qui consommera quand même beaucoup plus que sur des productions, voilà, très. Si vous prenez un carignan, qui est une plante qui va s'adapter à la contrainte hydrique, vous aurez forcément plus de consommation sur des vignes vigoureuses. Donc là aussi, on a une formule qui permet. Voilà, donc sur la droite, donc vous avez l'explication de la dose, sachant que cette dose, en fait, elle permet en fait de conduire une irrigation, mais on ne va pas être comme sur le maïs, par exemple, ou sur la tomate, où on va partir de l'ETP, on va appliquer un coefficient cultural et on va rajouter finalement à la plante ce qu'elle a consommé. Ici, on voit qu'on part donc de la consommation de la vigne à laquelle on va appliquer un coefficient cultural, mais la dose préconisée ne sera que des 3/4 de cette consommation. L'objectif étant justement de mettre en place une contrainte hydrique qui va
augmenter progressivement au cours du cycle. Donc, effectivement, sur des productions de 200 hecto-hectares, on va peut-être, d'une part, avoir une ETM qui sera plus importante et d'autre part, rechercher une contrainte hydrique qui sera vraiment très, très légère. Voilà, donc après, je pense que ça peut être mesuré justement avec... on a dit hein, que le pilotage se faisait par des ajustements successifs. Donc voilà, en se dotant d'outils et en mesurant les choses de façon progressive, je pense que vous pourrez évaluer cette dose et l'ajuster. Donc sur la dose et sur le calendrier, donc là aussi on est sur des productions plutôt type IGP, mais on pourra dire qu'à l'extrême, la période donc, va s'étaler des premières semaines de juillet jusqu'à la mi-août, et donc que les apports sur la saison seront en moyenne de 30 à 40 mm. Donc, on peut arriver exceptionnellement jusqu'à 100 mètres cubes par hectare et par an sur certaines parcelles. Mais globalement, c'est quand même 10 fois moins que quand on irrigue par submersion. Donc, je crois que j'ai d'autres questions. Alors, ah oui, j'ai pas mal de questions. Alors, il y a des parcelles dans l'Aude ainsi menées. Alors oui, il y a des parcelles qui sont menées de cette façon-là. En revanche, alors, il y a deux types de parcelles. Donc, soit ce sont des parcelles qui sont irriguées par submersion dans les basses plaines de l'Aude, soit ce sont des parcelles qui vont être irriguées alors au goutte à goutte, mais donc ils utilisent une autre façon de piloter, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer à peu près 70 à 100 mm au moment du débourrement et ensuite réalimenter avec, donc là on aura évidemment pas mal de lessivage et puis réalimenter en fait toutes les semaines avec une solution nutritive. Donc là on va se situer dans une situation hors sol, donc qui n'est pas celle que j'ai présentée ici. Nous, ici, on va chercher la compensation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors. Il ne faut pas penser en rendement, mais en pourcentage d'effet d'augmentation sur le rendement. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris là, le sens de vos questions, mais alors, pour bien recadrer la chose, la méthode qui a été présentée ici, donc je le redis, c'est une méthode qui est économe en eau. Voilà, donc on ne cherche pas une augmentation de rendement quand cette méthode a été mise en place, c'est de la compensation. C'est pas elle ne permet pas d'augmenter les rendements. Alors elle peut le permettre à la marge, on a vu que c'était en moyenne 12 à 20% d'augmentation, mais voilà, c'est une méthode qui d'ailleurs a été validée dans tous les projets d'extension des réseaux d'irrigation. Puisque l'irrigation de la vigne est quelquefois soumise à polémique. La vigne étant une plante économe en eau, c'est pas toujours compris par le grand public, voire même par les financeurs.
On a vraiment, là, je reviens à la première diapo, hein, on a vraiment une problématique hein, sur le partage de l'eau et sur la gestion de la ressource. Donc voilà, la méthode préconisée ici n'est pas, elle est vraiment basée sur de la compensation. Dans le cas de goutte à goutte enterré, les adventices et ou l'enherbement semé ne vont-ils pas chercher l'eau et donc ne faut-il pas augmenter les doses? Alors, d'accord, si on a un goutte à goutte enterré sous l'enherbement. Donc ouais, après, le but ici n'est pas effectivement d'irriguer l'enherbement. Donc, il faut, en général, quand on enterre le goutte à goutte, on le met à 40 cm de profondeur. Donc, il faudra bien veiller donc, à le mettre au niveau des racines de la vigne. J'ai partagé le graphique. Oui, et Netafim propose des gouttes à gouttes à enterrer. Donc, comme je le disais, avec une technologie particulière. À ma connaissance, on a un petit peu de recul chez certains viticulteurs dans l'Aude. Ça ne pose pas de problème, mais j'insiste aussi sur l'entretien du réseau, hein. Voilà. Donc, sur le renouvellement des apports, le fractionnement, donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein. On a dit que les apports journaliers étaient les plus efficaces à privilégier. Donc, si le bulbe s'assèche, c'est certainement plus un problème de dose peut-être que de fréquence. Il faut aller voir. Donc, on a des outils pour regarder tout ça. Des apports hebdomadaires sont tout à fait convenables, hein, permettent tout à fait de répondre aux besoins de la vigne. Par contre, il faut absolument éviter les apports massifs et espacés. Donc, en général, quand on déclenche l'irrigation, on va privilégier donc soit des apports journaliers ou des apports hebdomadaires, qu'on va continuer jusqu'à la véraison, sauf en cas de pluie, où là, on va stopper les arrosages pendant un nombre de jours qui va correspondre à la quantité d'eau tombée en millimètres divisé par 2. Euh, Y a-t-il des données sur les effets du paillage sur le maintien de l'humidité du sol et surtout sur la compensation aux besoins en irrigation? Comparaison de parcelles avec et sans paillage et irrigation plus suivie de la contrainte hydrique pour avoir le même profil. Alors, à ma connaissance, le paillage, en fait, alors, il faudrait voir quel type de paillage, mais en fait, il y a bien sûr un effet sur l'entretien du sol, mais le paillage en lui-même, à ma connaissance, ne permet pas de limiter l'irrigation, quoi. D'accord. Ok. Donc voilà, pour le pilotage de l'irrigation, simplement, je voudrais conclure sur peut-être revenir justement sur cette méthode d'irrigation qui est économe. Euh, bon, elle est économe en termes quantitatifs, mais aussi elle a des effets enfin, des effets. On évite d'avoir des effets négatifs sur la pollution de l'eau. Alors c'est vrai que dans certains secteurs, on a encore un peu d'irrigation par aspersion lourde, mais qui provoque donc des lessivages, comme on le disait tout à l'heure, et notamment sur l'azote. Euh,
Sachant que là aussi, au bout à bout, on va privilégier donc des apports fractionnés de façon à éviter les lessivages qui pourraient survenir si on envoyait des hauteurs d'eau conséquentes dans le sol, quoi. Voilà, donc on va vraiment rechercher un pilotage précis pour limiter donc à la fois les pertes en eau et en éléments nutritifs dans le sol. Je vois que j'ai une autre question. Alors, oui, sur le paillage, pardon. Alors, oui, oui, je suis d'accord. On va éviter l'évaporation du sol avec un paillage au niveau pardon, des horizons vraiment de surface. Donc, effectivement, on aura des températures plus fraîches et moins d'évaporation. Mais là aussi, je reviens sur le système racinaire de la vigne qui se situe plus en profondeur. Et à ma connaissance, les experts qui ont été travaillés sur le paillage n'ont pas donné de résultats significatifs par rapport à une évolution de la contrainte hydrique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, des paillages liés à des couverts végétaux. C'est-à-dire que vous mettriez en place peut-être un couvert qu'ensuite vous allez rouler au rouleau faca, par exemple. Oui, voilà, ok. Alors, j'étais justement la semaine dernière avec Eric Maille d'Agrobio Périgord, qui est spécialiste des couverts et qui nous a expliqué que le rouleau faca, en fait, permettait aux végétaux de continuer à évaporer l'eau. Voilà. Donc là aussi, j'étais assez étonnée de cette réponse, mais voilà, là aussi, je reviens hein, sur le système racinaire de la vigne qui se situe peut-être plus en profondeur. Et là aussi, ce serait peut-être important. Donc, nous, dans l'Aude, on a assez peu de. C'était le matin à jeun. Oui, c'était le matin à jeun. Alors, oui, je suis d'accord. Attention au gourou. Donc, c'est pour ça que peut-être je vous propose de le tester chez vous. Chez nous, on a assez peu de couverts pour le moment. Mais testez-le chez vous et puis mettez peut-être des sondes dans le sol. Et puis j'espère que vous me donnerez les résultats de votre expé. Non, non, pas. Je parlais pas de tester le gourou, hein. Je parlais de tester les tensiomètres et les sondes capacitives sous votre couvert, au niveau des racines de la vigne. Ok, non mais en tout cas, moi, si vous testez ce genre de choses, ça m'intéresse d'avoir les résultats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Oui, oui. Frédéric Thomas l'a fait en grande culture, c'est sûr, mais
Alors en grande culture, par exemple, on va piloter l'irrigation uniquement avec des tensiomètres, hein. Je vois ce qu'ils font là sur le Lauragais. En vigne, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est vraiment sur une plante qui est complètement différente, avec un système racinaire qui est plus profond. Alors, encore une fois, dans ce que je vous ai présenté, on n'est pas sur du hors-sol. Voilà, ben, les choses sont transposables, mais uniquement en partie par rapport à ce qui se fait en grande culture. Après, oui, les couverts végétaux permettent de limiter l'évaporation, mais peut-être uniquement dans les horizons de surface, hein. D'autant que quand on enherbe la vigne, les racines ont tendance à plonger, donc elles vont aller chercher peut-être plus en profondeur, l'eau, ce qui fait que justement le système racinaire sera dans des horizons peut-être plus stables que s'il se trouvait en surface. Donc, à mon avis, les deux ne sont pas contradictoires. Oui, tout à fait. C'est un vaste débat, il faut des essais. Mais d'autant que ben, voilà, ben, nous, sur le Languedoc-Roussillon, on n'a pas forcément beaucoup de systèmes enherbés, hein, comme vous avez chez vous. Donc, ce serait intéressant de tester ça chez vous. Ben, merci à vous pour cette discussion, en fait, qui est aussi intéressante pour moi, avec des problématiques autres que celles qu'on peut avoir sur notre région. Merci beaucoup.